Pas nécessaire, ce petit bout-là. Bon, OK, bien, en fait, un bref rappel, retour. Donc, on l'a mentionné au départ, le plan Montagne, c'est aussi un concours entrepreneurial avec 1 million. Donc, effectivement, qui s'est déroulé, en fait, du 10 janvier au 8 mars. 11 dépôts de projets, 3 projets répondaient vraiment aux critères, des projets collaboratifs. En fait, Bromont Camper Van, Action Transition, le CESO. Et effectivement, comme David le mentionnait, c'est une première pour Destination Québec-Cité et même pour le ministère du Tourisme. Donc, effectivement, qu'il y a eu une présélection. Donc, les entrepreneurs qui se présentent aujourd'hui ont été dédouanés autant au niveau des objectifs, des critères, du montage financier. Reste à vous, avec la même grille d'analyse que nous avons utilisée, de voir si on a fait nos devoirs. Donc, je laisse la place à Olivier de Bromont Camper Van. Ah, excusez, voulez-vous que je revienne sur les objectifs? Excusez, je suis allée vite. Tu peux donner comment tu vas analyser peut-être C'était ma slide. Ça, je ne l'ai pas ici. Oui, s'il te plaît. En fait, juste rappeler, effectivement, là, les grands objectifs du programme. Donc, tu peux aller tout de suite à la deuxième. Donc, développer et diversifier une offre touristique 4 saisons, accessible et durable, contribuer au développement et au renforcement des chaînes d'approvisionnement locales, promouvoir une culture de développement durable, la concertation, la collaboration. On se rappelle qu'on demandait des projets collaboratifs, donc le demandeur est minimalement 2 parties prenantes. Et parties prenantes ne veut pas dire fournisseurs, donc des gens vraiment impliqués dans le projet qui collaborent, mais qui apportent une réelle contribution. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux revenir aux objectifs, s'il vous plaît. Favorise la rétention des dépenses dans l'économie locale, promeut un tourisme bénéfique pour les individus et respectueux des collectivités, l'acceptabilité sociale, renforcer la compétitivité des entreprises touristiques. Donc, c'était les objectifs généraux du programme. Donc, et les critères d'analyse, vous avez la grille, cher jury, devant vous. Donc, la pertinence du projet, la qualité du projet et de la démarche responsable et durable, le caractère structurant et novateur, garantie de réalisation, viabilité et cohérence des éléments du projet soumis et la portée touristique du projet. Donc, c'est les grandes lignes. Là. Il y avait plein d'autres critères d'analyse, mais bref, c'est les grands. Je vais vous épargner tous les détails. Donc, ils ont 180 secondes pour vous présenter. Donc, c'est quand même très rapide. Mais les jurys en amont ont eu les résumés. Ils ont eu beaucoup plus d'informations sur les 3 projets. Donc, j'aimerais remercier Martin Lessard, Martin Coutu, Pierre Lanty, Alexandre et Nicolas Potvin, qui sont nos jurys, et Paul Arsenault. Un grand merci, Paul. Paul était initialement sur le jury, mais j'ai senti qu'il pouvait contribuer en amont pour venir coacher nos promoteurs, justement, pour bien présenter, structurer leur présentation. Donc, Paul a agi en tant que coach. Je t'en remercie énormément, Paul. Et il sera président, en fait, du jury là, pour continuer sa contribution. On rappelle aussi pourquoi on est allé aussi en concours. C'est pour mettre en lumière les entrepreneurs. C'est une démarche dans le plan Montagne qui est entrepreneuriale. Fait qu'on trouvait ça important de mettre de l'avant les entrepreneurs qui puissent présenter des projets à leurs pairs pour pouvoir influencer puis inspirer. Aussi, le jury vient bonifier le montant d'investissement, justement avec soit de l'accompagnement, du mentorat, pour venir solidifier les projets. Fait que c'est vraiment ça, en fait. Puis ils vont venir aussi nous conforter dans nous accompagner, en fait, dans la sélection. Mais bref, merci beaucoup. Merci Geneviève. Donc, Olivier, Bromont Campervan, vous avez 180 secondes, top chrono. La parole est à vous. Super, ça marche bien. On recommence.
Donc, malheureusement, en 180 secondes, ça va être assez difficile, en fait, de faire toute l'étoffe de ce projet-là. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Puis, évidemment, par la suite, je vais rester tout le reste de la journée, évidemment, si vous avez des questions, vu que c'est un projet qui est structurant, qui implique, finalement, différentes parties prenantes qui sont dans la salle ici. Donc, Bromont Campervan, ça a commencé en 2021. En fait, c'est une compagnie de location de vannes aménagées qui offre un produit, finalement, à des clients qui viennent d'ici et d'ailleurs, pour, finalement, parcourir notre beau Québec. L'année suivante, on a eu une super croissance, en fait, pendant la pandémie et post-pandémie. On a réalisé, en fait, qu'il y avait un énorme potentiel, donc on a acquis davantage de véhicules. Puis pour nous, ça faisait de moins en moins de sens, en fait, au niveau de nos valeurs, de nos vertus, de continuer à acquérir des véhicules à moteur thermique. Donc, on a acheté la première vanne aménagée électrique qu'on a convertie, qu'on a mis en location. Ça nous a permis de voir qu'il y avait un énorme potentiel. D'ailleurs, après une première année de location, les plus gros vendeurs, en fait, ceux qui ont loué le plus, ce sont les vannes aménagées. On a 70 de notre clientèle qui vient de l'international. Donc, des Français, des Suisses, des Belges, en fait, qui arrivent par l'aéroport et qui veulent venir découvrir notre beau Québec. Et plusieurs facteurs étaient réunis, finalement, pour déposer dans un projet comme le Plan Montagne, parce que cette clientèle-là cherche justement à découvrir nos grands espaces, nos CEPAC, toutes nos montagnes, en fait, tous nos espaces naturels. Et le type de moyens pour se mouvoir dans la région, ce type de véhicule-là correspond 100% à ce qu'ils recherchent. Du moins, ça fait 3 ans, on est à la 4e année cette année, où est-ce qu'on est sold out. Donc, le projet, grossièrement, il me reste combien de temps? Le projet, grossièrement, se trace en 3 parties principales. Premièrement, en fait, c'est un aspect de structuration de l'offre van life électrique dans la région de Québec, dans toutes ces MRC relatifs à tout ce qui est montagne. Donc, autant été qu'hiver, nos vannes voyageraient, en fait, dans, que ce soit de Portneuf jusqu'à Beaupré, avec tout ce qu'il y a à offrir. Par la suite, il y a un port d'attache, donc un second port d'attache qui va s'appeler, non pas Bromont Campervan, mais Québec Campervan. Donc, on aurait finalement un titre ici en haut qu'on a déjà acheté le nom de domaine qui s'appelle Québec Campervan, pour ceux qui veulent confirmer ça. Et finalement, ça serait basé juste à côté de l'aéroport Jean-Lesage. Donc, les clients arrivent finalement et pendant 5, 7, 10 jours vont pouvoir voyager dans la région et finalement profiter de tout ce qu'il y a à offrir dans la région en van aménagée électrique sans aucun CO2 produit par notre service. Donc ça, c'est vraiment agréable. Puis il y a évidemment une partie qui est évidemment l'acquisition de véhicules pour ce second port d'attache de Québec Campervan. Bravo. Bravo. Messieurs, dames, là, je vais dire les jurés. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Nicolas, je te vais prendre le micro. À toi. J'ai une question. Écoute, c'est pas ton premier rodéo. Bravo. Écoute, très bon mot de faire Québec Campervan. Moi, je trouve ça super intéressant là, parce que je ne sais pas si vous avez déjà pensé à évaluer la monétisation de votre réduction de gaz à effet de serre. Nous, c'est ce qu'on fait. On est spécialisé comme Carbone. On serait très heureux de pouvoir vous accompagner là-dedans parce que vous avez tout. Vous rajoutez pas nécessairement des véhicules sur la route. Vous modifiez des véhicules pour faire la réduction de gaz à effet de serre. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Sinon, on lève la main et on serait prêt à travailler avec vous. Bien, en fait, pour être franc, on était le premier en Amérique du Nord à l'offrir. Fait qu'avant de se lancer et de dire qu'on va transiter entièrement notre flotte vers de l'électrique, il fallait l'essayer, il fallait voir est-ce qu'il y avait un potentiel, est-ce qu'il y avait une réceptivité de notre clientèle, chose que personne n'aurait pu vraiment confirmer. Aujourd'hui, on est confirmé, dans le sens où on est sûr qu'il y a une volonté. On a acquis davantage de véhicules pour la seconde saison électrique qui s'en vient présentement. Ça se passe super bien. Et donc, oui, effectivement, au niveau de Crédit Carbone et compagnie, je pense qu'il y aurait un intérêt à se jaser. Excellent, ça. Alexandre. Tu as 2 questions rapidement. De ton plus gros défi pour l'année 2024, donc qui s'en vient. Puis ta vision de 3 ans, mettons, ce serait quoi? Je pense qu'en fait, le plus gros défi a toujours été le financement. Il faut comprendre que ces unités-là, ça se monnaie à plus de 120 000. Donc, c'est sûr que, je veux dire, c'est intéressant des projets comme ça, mais dans une optique vraiment où est-ce qu'on voudrait que cette entreprise-là soit un fleuron, puis que de partout, que ce soit Belgique, France, Suisse,
on soit reconnu, bien, il va falloir avoir plus qu'une dizaine d'unités. Tu sais. Donc, notre vision, évidemment, par rapport à ça, c'est que quand on parle de venir faire un road trip au Québec, bien, essentiellement, un peu comme quand tu t'en vas à Amsterdam, tu te dis, c'est sûr, je me loue un vélo. Mais quand tu viens au Québec, ça va être peut-être une vanne électrique. Merci. Merci, Pierre. Dernière question. Bien, bravo d'abord. Je serais curieux d'entendre un peu l'ancrage, l'acceptabilité sociale, l'ancrage du projet en soi, parce qu'on n'a pas entendu parler de partenariat à travers ton pitch. Alors, je serais curieux d'entendre un petit peu cette réalité-là. Absolument. En amont, en fait, de ce projet-là, ça fait quand même 1 an et demi, je te dirais, qu'on travaille sur ce projet-là, avant même que, je pense, le plan montagne soit... On avait déjà l'intention de... ceci dit, en fait, il fallait trouver la bonne mouture de la chose, puis plein d'autres facteurs. Dans le cadre du dépôt du projet, il y a deux organismes, en fait, avec qui on a travaillé, Vallée-Bras-du-Nord. Je remercie d'ailleurs Julien pour son appui, le DG, ainsi que Frédéric de... Vallée-Bras-du-Nord et Sentier-du-Moulin. Excuse-moi, je me suis trompé, Julien. Donc, Frédéric de Vallée-Bras-du-Nord, puis Julien de Sentier-du-Moulin. Ceci étant dit, finalement, quand je dis en amont qu'on allait structurer là, c'est de finalement travailler avec tous les différents sommets qu'ils désirent, qui a une pertinence, en fait, comme par exemple, avoir des clients qui viendraient dans la région ici, à Stoneham. Lorsqu'on parle de Beaupré avec le Mont-Saint-Anne, il y a un camping là-bas. Donc, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui a déjà été... Il y a des discussions qui sont en cours présentement. Puis, je vous avouerai qu'on est très confiants, en fait. D'ailleurs, j'ai vu Maxime Crétin de la RCR. Donc, je pense qu'il va y avoir de beaux dénouements à tout ça. Merci beaucoup. Bonne belle applaudissement. OK, donc CESO, la parole est à vous. Vous avez 180 secondes. Dites-moi quand vous êtes prêts. C'est parti. À vous. Allô tout le monde, Jean-Philippe Lehue, directeur général du CESO, Centre de plein air. Donc, on est un organisme ancré dans sa communauté à Lac-Beauport depuis 1945. Et dans les derniers mois, les dernières semaines, on a eu quand même beaucoup de défis et d'enjeux à surmonter. Et on a réussi, si je me trouve devant vous actuellement, à les transformer en opportunités. Donc, actuellement, ce qui va nous permettre justement de travailler le volet récréo-touristique, donc cette opportunité-là. Je vous dirais que la mission de l'organisme, elle existe depuis 80 années. Et actuellement, bien, on a su faire preuve d'agilité pour être capable d'émettre des actions pour répondre à cette mission. Donc, le meilleur exemple aujourd'hui, bien, je suis devant vous aujourd'hui justement, et on a la volonté profonde d'ouvrir justement nos portes à de nouvelles communautés, entre autres la communauté touristique. Donc, tout ce qui est la clientèle récréo-touristique. Au niveau du projet du CESO Centre de plein air, en fait, c'est une offre de plein air qui va être accessible, qui va être également diversifiée, structurée surtout, mais à l'année, mais surtout, ça va être une offre de proximité du centre urbain. La question que je me suis fait poser depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, puis plusieurs personnes d'entre vous ont la chance d'échanger avec moi, il va être où votre centre de plein air? Je vais répondre à une question d'ailleurs, je pense que Jacques Laberge est quelque part de la RLPH. Il m'a posé souvent la question, Jacques, t'es où? Bon, Jacques, je te le dis, roulement de tambour. Le centre de plein air va être à Charlesbourg, Notre-Dame-des-Laurentides, donc au centre de ski de fond de Charlesbourg. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. C'est un projet qui est vraiment innovant parce que, bon, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de concertation du milieu, puis je continue à parler à des organismes, des entreprises du secteur. Donc, c'est un projet qui va être levé grâce à plein de partenaires, justement. Entre autres, je vais en nommer Patro de Charlesbourg, Siberia Spa, des organismes sportifs, Centras Canada, Mobilité, qui est parmi nous également aussi, des organismes communautaires. Donc, cette concertation-là fait en sorte que le projet en soi, il est très innovant. Et l'autre élément aussi, c'est qu'il va permettre de mettre de l'avant l'impact positif de la clientèle touristique, donc pour la communauté. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on rallie deux communautés, la communauté des loisirs, la communauté du tourisme. Et ça, une minute, merci.
Et ça, ben, c'est pour le bénéfice, justement, de la communauté. Donc, c'est vraiment chouette parce que c'est deux communautés qui travaillaient en silo et aujourd'hui, on va les rallier. Donc, qui va en bénéficier? Évidemment, les jeunes familles, évidemment, les touristes d'un peu partout. On parle des personnes à mobilité réduite. On parle également des personnes qui ont, mettons, moins d'avoir financier pour bénéficier de l'offre de services. Tout ce qui est également les groupes sportifs, communautaires, corporatifs, les personnes à mobilité réduite aussi. On a la chance de repartir à neuf un nouveau centre de plein air, donc croyez-moi que l'accessibilité va être primordiale, essentielle. Aujourd'hui, grâce à cette aide financière-là actuellement, bien, on va pouvoir mettre en branle l'élaboration d'une planification stratégique, un plan d'affaires pour créer la nouvelle destination touristique de proximité. Donc, voilà. Aujourd'hui, je représente le CESO. Je représente, on a oublié de skipper mon truc, mais je représente le CESO. Je représente Plein Air Charlesbourg aussi, qui est partenaire, et Capital Nature. Mais en fait, ce qu'on représente, c'est les besoins de la communauté. Donc, nous, actuellement, on est des chefs d'orchestre, mais on représente vraiment là, le besoin de la communauté. Donc, voilà. Je terminerai avec ma citation préférée que je martèle très souvent, que vous avez déjà entendue. En fait, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je vous confirme que le Centre de plein air, le CESO et tous ses partenaires, ils vont aller loin en petit PG. Donc, voilà. Bonne main d'applaudissements. Bravo. Tu veux rester là pour... on va avoir des questions de nos juges. Martin, puis après Martin. Très beau projet, très beau projet. Petite question, pour ne pas être tout seul, est-ce que vous êtes accompagné au niveau touristique? Est-ce que vous avez déjà un plan pour dire comment vous allez être entouré d'autres acteurs en tourisme pour pouvoir poursuivre cette partie du volet? Il y a une partie citoyen, une partie touristique. Comment vous le voyez? Ou même encore au niveau de l'accompagnement, est-ce que, peut-être pas les incubateurs, mais un accompagnement au-delà du plan de départ, parce que c'est un travail de longue haleine que vous allez faire, parce que c'est un projet, à mon avis, qui va durer plusieurs années. Depuis plusieurs semaines, on est déjà accompagné par DQC, le ministère du Tourisme. Donc, j'ai eu des recommandations, du soutien, puis j'apprécie vraiment ce qu'il y a eu pour l'organisation du projet dans les dernières semaines. C'est sûr que des moments comme aujourd'hui, je trouve ça vraiment motivant parce que c'est là que moi, je lance la balle actuellement. Tu sais, la parade va passer à Charlesbourg, bien, regardez-la pas embarquer. Fait que si vous voulez embarquer dans un projet collectif, c'est le temps. Mais les meilleures idées du projet actuellement, on les a pas. Peut-être qu'ils sont quelque part ici, puis on va m'approcher au courant de la journée, puis il va y avoir un fit. Donc, oui, ça va nous prendre de l'aide parce que c'était quand même un très bon projet et on n'a pas toute l'expertise nécessaire, mais on est accompagné de personnes qui ont l'expertise, donc c'est motivant. Belle ouverture, oui. Merci, Martin. Martin? Ma question est inspirée de la conférence de Pierre Lavoie ce matin. Comment on assure l'accès aux installations aux populations défavorisées de la région? Bien, en fait, dans les dernières semaines, je suis allé rendre visite aux organismes du secteur, déjà, Charlesbourg, Limoilou, pour cerner c'est quoi les besoins. Donc, beaucoup d'entre eux, l'enjeu de l'accessibilité, c'est vital. Puis même si on a nos deux jambes, l'enjeu de l'accessibilité est toujours là. Donc, on prend en note tous ces besoins-là, puis on s'assure d'avoir des partenaires solides comme la LPH, qui roulent, et recueillir les commentaires des organismes, justement, qui chapeautent ce volet-là. Donc, après ça, on va être capable de mettre en branle un projet qui va répondre à ces besoins-là. Parfait, merci. Merci, Martin. Une dernière question des jurés? Pierre? Ça va? Je voulais savoir, c'est quoi la transformation radicale entre l'ancien CESO et le nouveau CESO? On aurait dû me dire la question avant pour que je réfléchisse à la réponse. Bien, en fait, là, sur ce nouveau terrain de jeu-là, les possibilités sont infinies. Parce que là, déjà, le projet en soi, c'est le volet récréo-touristique qui va nous permettre d'aller chercher le plein potentiel pour réaliser la mission de l'organisme aussi, qui est de rendre accessible le plein air pour peu importe la personne. Donc, l'effet de levier est incroyable et là, on va pouvoir l'exploiter vraiment énormément. Où est-ce qu'on va se situer? Donc, puis on le sent à l'appui, c'est vraiment motivant. Donc, voilà. Grand merci. Bonne main d'applaudissements. Merci. OK. Je vais chercher ta présentation. Je vais m'improviser un lutrin parce que 180 secondes, ça va vite. J'assume que je vais lire mes feuilles.
Puis que j'ai besoin de voir mon timer aussi. Voilà de fonctionner, malheureusement. Ah non, le cliqueur ne fonctionne pas? Tu veux me dire go? Je vais dire, tu veux me dire passe. Tu me dis passe, puis je passe les slides. OK. Pas le choix. Je vais te faire un petit... Oui, exactement. OK. Je suis là. OK, parfait. Fait que, tu me dis quand on part? Go! Parfait. Vous entrez dans la forêt ancienne du Mont Wright, un écosystème rare et précieux qui a été légué pour être conservé et apprécié. Certains arbres autour de vous ont près de 300 ans. Lorsqu'ils ont pris racine, c'était sous le règne de la Nouvelle-France. Vous apercevez un panneau vous invitant à éteindre votre téléphone, à vous connecter plutôt au lieu, à la nature et aux gens, ici et maintenant. De temps à autre, sur le sentier, on porte votre attention sur la luminosité unique créée par la canopée, les teintes des rochers, les chicots qui grouillent de vie. Votre souffle se fait plus régulier et plus profond malgré l'exercice. Excuse, j'ai passé plein de slides. J'étais sur ma lancée. Tu peux... encore et encore. Des œuvres d'art et des citations se dévoilent au fil du chemin. Vous vous surprenez à vous arrêter et à prendre le temps de les apprécier. On vous y explique aussi les services rendus par la nature qui se déroulent tout autour de vous. Wow! Vous prenez le chemin du retour détendu par l'endorphine sécrétée par l'activité physique et le contact de la forêt. De retour au bâtiment d'accueil, vous découvrez comment vous pouvez aménager votre milieu de vie pour favoriser la biodiversité. Des lectures, semences, nichoirs et hôtels à insectes vous sont proposés, ainsi que des objets pour faciliter l'interprétation de la nature. Sur un babillard, vous découvrez les activités à venir, les autres attraits du territoire et un réseau de pistes multifonctionnelles qui les relient. Il y a justement une causerie ce soir sur les chauves-souris, c'est mal aimé pourtant essentiel. La personne à l'accueil vous informe que ce sont des soirées aussi riches en apprentissage que rassembleuses. Elle ajoute qu'un souper gastronomique composé d'aliments locaux et servi en plein air est aussi disponible. Les aliments et leurs producteurs seront présentés par le chef. Et pourquoi pas? Ce que je viens de vous présenter, c'est un petit aperçu de la vision initiale d'Action Transition pour une offre touristique durable qui mettra en valeur les particularités que la nature nous offre à chaque saison dans la forêt ancienne du Mont Wright. Au cours des prochains mois, nous souhaitons en évaluer la faisabilité et la bonifier. Pour ce faire, nous serons entourés par des spécialistes en conservation et en éducation à l'environnement, en tourisme durable et de bien-être et en gastronomie du terroir pour développer un plan stratégique réaliste et innovant. Mais l'objectif de ce projet va bien au-delà du Mont Wright. En collaboration avec les attraits touristiques environnants, les acteurs du système alimentaire local et les instances gouvernementales et touristiques, nous travaillerons en synergie avec le milieu pour rendre des destinations touristiques accessibles via la mobilité durable, mettre en valeur les aliments et les talents locaux et sensibiliser les visiteurs de tous âges au bien-être et à la conservation de la nature. Dans nos activités comme dans les processus qui les sous-tendent, nous voulons créer des liens, un facteur décisif pour la transition écologique et sociale. Nous sollicitons aujourd'hui votre soutien pour développer une offre touristique durable 4 saisons pour le Mont Wright et les environs, par des orientations qui s'inscrivent dans le plan stratégique de Destination Québec Cité et le plan montagne. Merci. Très beau. Jury, Nicolas. Quel site magnifique, le Mont Wright, mais qui a quand même certains défis d'accessibilité. On en a parlé beaucoup ce matin de mobilité. Je sais que cet après-midi, il y a un panel sur l'accessibilité universelle. Comment vous adressez cette problématique-là d'accès et sous forme d'accessibilité universelle au Mont Wright dans ce projet-là? Bien, en fait, là, pour l'instant, ce qui est réfléchi, c'est en 2 volets. D'une part, le volet de mobilité active. Donc, on va avoir un chargé de projet dans le projet qui va se pencher sur l'aspect de le relier par un sentier multifonctionnel au cœur du village de Stoneham, de la municipalité de Stoneham et Tewksbury, pour que les gens puissent y accéder de façon sécuritaire, parce qu'il y a déjà des gens qui y vont à vélo, mais ce n'est pas la façon la plus sécuritaire en ce moment. Puis d'un autre côté, au niveau de la mobilité, je dirais, plus collective, on a fait une étude de faisabilité, dans le fond, dans la dernière année, au niveau de la mobilité, justement, puis une des choses qui ressort
puis ça a été nommé là, ce matin, c'est oui pour les gens qui habitent à Stoneham-et-Tewksbury de sortir pour aller travailler, aller étudier vers Québec, mais pour que quelque chose soit viable en termes de solutions, c'est qu'il faut aussi justement amener les touristes vers les différentes destinations. Donc, on parle du Mont-Wright, mais on parle des autres aussi. On a déjà commencé à avoir des discussions avec la CEPAC, avec Empire 47, avec d'autres attraits du territoire aussi, pour voir comment on pourrait desservir à l'aide de navettes, entre autres, ces différents attraits touristiques-là. Merci Nicolas, Alexandre, puis Martin. Petite question rapide. Comment vous voyez la collaboration avec les autres MRC? Avec les autres MRC? MRC de Portneuf, par exemple, et de la Côte-de-Beaupré. Honnêtement, pour l'instant, on y va plus vraiment local. Oui, plus au niveau de la MRC de Jacques-Cartier puis de Québec, dans le fond. Mais éventuellement, on pourrait étendre, ou le projet pourrait faire boule de neige pour d'autres endroits aussi. Mais pour être bien honnête, à court terme, c'est pas encore visé. Je suis un grand fan du Mont-Wright, je vois souvent avec mes enfants. Si vous obtenez le financement pour ce projet-là, à quoi peut ressembler le calendrier de réalisation? En fait, là, c'est un projet qu'on vise sur un petit peu plus qu'un an, mais c'est vraiment au niveau de la stratégie, de prévoir les choses, de venir un peu les challenger. On a quelqu'un aussi, M. Perron, qui est ici aujourd'hui, qui va nous aider avec le volet plus touristique, tourisme durable et de bien-être. Donc, ce que le plan Montagne finance actuellement, c'est vraiment tout l'aspect de plan stratégique. De concertation avec les acteurs du territoire. Après, il va falloir voir aussi comment on concrétise tout ça à travers une programmation. Mais on a déjà, il faut le dire, Action Transition, on a déjà un mandat d'animation et de mise en valeur pour le Mont-Wright. C'est un peu la porte d'entrée qui nous a donné l'idée de réaliser ce projet-là. Donc, on a déjà des activités qu'on commence à organiser, puis en voyant tout ce qui va se faire, on va les tester bien honnêtement dans la prochaine année aussi, avec Dariane, qui est une agente de projet qui réalise déjà des événements. Donc, on va aussi tester au fur et à mesure qu'est-ce qui fonctionne bien avec les gens de la place. Merci. Merci les jurys. Merci énormément. Une bonne main d'applaudissement pour les 3 participants au concours. C'était des 3 beaux exemples de projets qu'on veut voir dans l'appel de projet. Comme on vous l'a dit tantôt, il y a un 2e appel qui va commencer à la suite de ce rassemblement-ci. Pour ceux qui seraient intéressés à explorer l'idée de déposer un projet, à 15h30 dans la salle Tewksbury, c'est au sous-sol ici, il y a un atelier de 60 minutes pour vous aider à préparer, imaginer, dessiner un projet. Donc, n'hésitez pas à y aller. Un 60 minutes avec les responsables du programme, c'est jamais une mauvaise idée. Maintenant, je vais inviter, c'est l'heure du marché public. Pour ceux qui ne connaissent pas le marché public, aujourd'hui, on a 15 entreprises qui vont pitcher en 2 minutes top chrono. Là, ce qu'on leur a demandé, c'est 90 secondes pour présenter leur solution, puis 30 secondes pour faire une requête à la communauté. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, c'est des solutions, ils ont répondu à un appel de solutions pour répondre à des besoins de main-d'œuvre, de l'eau, de l'économie circulaire, de la mobilité, du virage numérique. J'ai quoi? J'en manque un, là. Mais en gros, c'est des gens c'est principalement des startups ou des projets d'innovation. Puis l'idée, je crois, c'est que c'est des partenaires stratégiques vraiment intéressants pour un potentiel dépôt de projet ou si vous avez envie d'innover ou pour répondre à un de vos problèmes. Geneviève, tout va bien? Ça va? Parfait. Fait que je vais demander aux startups ou aux personnes qui ont répondu à l'appel de projet du marché public de venir en avant, de venir vous mettre ici et on va y aller en mode rafale. Excellent. Ça va y aller au toast, les amis. Fait que préparez-vous. Alors, merci d'être là, tout le monde. J'ai mis l'ordre de présentation sur l'écran, là. Est-ce que vous vous voyez tous? Si quelqu'un ne se voit pas, dites-moi-le. Tout le monde se voit? Ça se peut que j'avais fait des fautes? Ça se peut. Tout va? Ça va? Personne pleure. Tout va bien. Donc, on a 180 minutes, bravo. 180 secondes, top chrono. Si les jurys, les représentants d'incubateurs, accélérateurs ou qui que ce soit ont envie d'offrir quelque chose à une start-up, donc on n'est pas en mode challenger, on est en mode « faut que tu ailles ça, moi j'ai ça pour toi » ou on lève la main, vous pitchez l'idée, puis après vous parlez à l'heure du dîner. Est-ce que c'est compris? Est-ce que ça vous tente? Tout le monde? Si vous êtes prêts? Génial. Donc, premier, navette nature. Navette nature. Simon, t'es prêt? Excellent.
Test. Good. Donc, quand tu es prêt? Est-ce qu'il y avait la slide qui était... Yes. Pouf. Donc, bonjour tout le monde. Simon Girard de Navette Nature. Navette Nature, c'est une entreprise qui a été créée à Montréal en 2017. Son but était de rendre la nature accessible pour les citoyens et les touristes de Montréal. Depuis ces années-là, dans le fond, on a continué à développer notre offre. On est rendu maintenant dans 40 destinations différentes. Puis depuis l'année dernière, on fait des départs de Québec. Donc, cette année, on va 30 départs du centre-ville et de l'université vers différents points en nature. Donc, ça, c'est le core business de l'entreprise. Mais depuis la pandémie, on s'est penché un peu plus, moi étant de la région de la Mauricie, on s'est penché comment on pouvait rendre viable un service comme ça dans les régions. Parce qu'à Montréal, c'est facile. Québec, on voit qu'il y a un engouement, il y a une masse critique, mais comment le rendre accessible ailleurs? Donc, c'est vraiment notre nouveau volet de développement. Puis la pandémie nous a amené à se pencher un peu plus sur l'écosystème de mobilité des régions. Puis quand j'écoutais parler les gens du panel par rapport au comment amener des gens à Québec, comment ramener après ça, bien, la recette, la clé financière d'un projet comme ça, c'est de prendre les sous qui sont disponibles en tourisme puis de les intégrer dans des services existants de mobilité régionale. Donc, c'est vraiment comment mutualiser tout ça. Puis c'est la clé parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font en mobilité touristique, mais les gens se rendent compte rapidement que l'enveloppe est disparue puis on n'a pas eu des résultats vraiment satisfaisants. Donc, il y a vraiment un travail de comprendre les besoins de chaque région, de vraiment voir qu'est-ce qui existe déjà puis comment nous, en tant que petits joueurs, on peut se greffer un écosystème. Puis les dernières années nous ont amené à trouver des recettes, des leviers financiers intéressants. Puis on a eu des belles réponses. J'aurais aimé pouvoir le nommer officiellement aujourd'hui, mais on a des fonds pour tester des projets pilotes dans la région de Québec à partir de l'année prochaine. On travaille déjà avec Mobilité, qui est un centre de gestion de déplacement. On a aussi intégré, dans le fond, la coop carbone pour l'accélérateur Mobis, qui peut nous aider à faire des projets pilotes en région. Donc, on est vraiment bien positionné pour faire avancer la mobilité dans les différentes régions, mais dont spécialement Québec, qui est, à mon sens, le plus gros potentiel de développement. Donc, j'ai terminé. Je laisse avec beaucoup de points d'interrogation, mais venez me voir. J'ai beaucoup de choses à discuter avec vous. Qui aurait envie de parler à Simon? Le but de la journée, c'est de réseauter, là. Qui a envie de parler à Simon aujourd'hui? Boum. Excellent. Bonne main d'applaudissements. J'invite Jean-Ederne Rougagnou. Prêt? Et voilà. Quand vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. TaxiMatch, c'est une solution qui propose deux services. Le premier service, c'est du partage de taxis, principalement pour des transferts à aéroports. Le deuxième service, c'est du covoiturage touristique. On va se distinguer du covoiturage existant en permettant aux touristes de se déplacer vers les lieux touristiques ou depuis les lieux touristiques en utilisant l'existant. L'intérêt, c'est d'utiliser les voitures. Vous êtes tous venus en voiture, je suppose, peut-être à bicyclette pour certains. Mais en tout cas, il y a un potentiel de sièges disponibles pour se rendre vers des lieux touristiques et on va apporter à travers notre plateforme de covoiturage touristique des données intéressantes puisqu'on va permettre d'identifier les zones de départ des touristes. On va pouvoir les quantifier. Et en ce sens, on travaille avec Navette Nature derrière pour proposer des bus quand il y a un besoin de volume. Et ça permet ainsi d'augmenter finalement son achalandage sans augmenter le nombre de véhicules sur la route. Et comment on fait pour avoir des passagers, des touristes qui sont intéressés? C'est un moyen de déplacement qui est économique et qui est très flexible. Et comment on fait pour avoir des conducteurs? On va leur proposer des incitatifs qui peuvent être financiers, mais qui peuvent être aussi des avantages en nature. Par exemple, j'étais dans un parc national ce week-end. Il y a des files d'attente en voiture. On peut tout à fait proposer des files d'attente prioritaires pour ceux qui sont venus en covoiturage, comme on le fait sur la route par ailleurs. Ou des avantages, il y en a plein possibles, ce n'est pas forcément de l'argent, mais qui vont attirer des conducteurs, qui vont permettre de transporter des passagers. Et tout ça, ça va permettre d'augmenter l'achalandage sans augmenter l'impact environnemental. Je serai à votre disposition n'importe où dans la salle. Vous me sifflez, j'arrive. Voilà. Bonne main d'applaudissements. Qui veut parler à Jean-Ederne tantôt? En levant la main, est-ce que quelqu'un est curieux d'en savoir plus sur l'application? Excellent. Merci beaucoup. Prochain, Fabrique de la mobilité. Elsa Bruyère, bonjour. Ah.
Alors, donc Bertrand, ce n'est pas moi. C'est voilà, lui. Mauvais, désolé. je vais faire la pas grave, on se retrouvera dans la salle quand même, il n'y a pas de problème. Voilà. Bonjour, je suis Elsa Bruyère. Je suis une des cofondatrices de la Fabrique des Mobilités, avec la coop Carbone d'ailleurs, Savoir-faire Linux, et puis mon OBNL à moi, qui est la Fabrique Agile. Donc la Fabrique des Mobilités, c'est un OBNL du Québec qui se dédie à l'expérimentation en mobilité durable. Et pour soutenir les acteurs qui veulent déployer de la mobilité durable, on s'appuie sur des communs, donc sur des éléments open source pour permettre au territoire de se développer, de développer des offres, de comprendre des offres. Quand on dit offre, ça veut dire besoin en covoiturage, besoin en taxi, besoin en bus, etc. Pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce qu'effectivement, les territoires, on l'a vu, ont besoin d'allier dynamisme et mobilité durable, et qu'avec Québec Cité, on a travaillé sur un planificateur, donc un outil open source, disponible à tous. Le travail qu'on a fait principal, c'est d'essayer d'intégrer les données des transporteurs existants. Donc je fais appel à tous les amis ici qui ont des sociétés de bus, des sociétés de taxi, des sociétés de covoiturage, pour qu'on vous aide à produire, je vais dire des gros mots, du GTFS, du GBFS, du GTFS on demand, pour qu'on puisse tous avoir au Québec un planificateur dans lequel il y a à la fois les lieux touristiques, mais aussi l'offre de transport en temps réel pour Québec, pour les régions autour, les autres MRC, mais aussi d'autres endroits comme l'Estrie, la Montérégie, l'Abitibi, etc., etc. Donc, si vous avez envie d'entendre parler de planification en temps réel pour les touristes, vous pouvez venir nous voir et on fera un plaisir de regarder ça ensemble sur le stand. Merci, Elsa. Qui aimerait parler à Elsa tantôt? On lève les mains. Génial. À tout à l'heure. Bertrand. Y a-t-il un batch? Excusez-moi. C'est correct. Voilà. Quand vous êtes prêts. Merci. Bertrand Gélina, on a déjà plusieurs solutions de mobilité un peu partout au Québec, notamment avec la gamification, ludification, j'aime pas ça le dire en anglais. Je vous pose une question tout d'abord. On a voulu s'adresser au covoiturage. Quelle est la première question qu'on se pose quand on veut faire du covoiturage? Est-ce que ça va changer mon itinéraire ou est-ce que ça va changer mon horaire? Maintenant, avec cette... Donc, depuis... je voulais parler de Elsa, justement, et la Fabrique des Mobilités, qui ont fait une étude en 2018 en lien avec le covoiturage sur qu'est-ce qui étaient les principaux freins sur l'utilisation du covoiturage. La première élément qui est ressorti, c'est vraiment en ce qui concerne les horaires. Donc, les horaires, je veux garder mon horaire, je veux garder mon contrôle. Depuis la pandémie, c'est encore plus vrai parce qu'il y a les télétravail, les horaires atypiques. Fort de notre expérience avec les applications comme avec Shergo à Sherbrooke, Déficient Auto Solo un peu partout au Québec, on s'est posé la question, est-ce qu'il pourrait avoir une application qui vient adresser ces contraintes-là, tout en permettant aux utilisateurs de connecter entre eux autres? C'est là où on a développé notre application Allons Covoiturage. Donc, cette application-là, c'est une application qui permet à deux personnes de matcher ensemble pour pouvoir aller faire un covoiturage en fonction de leurs critères. Donc, critères, on parle de « moi, je veux-tu faire un détour de 10 minutes, de 20 minutes? Comment je veux faire ça? » Ça va me proposer un itinéraire entre chez nous, aller chercher quelqu'un et me rendre à destination. Donc, avec ça, ça va non seulement me proposer des itinéraires qui sont détaillés, mais c'est des itinéraires aussi qui sont possibles pour moi d'accepter. Donc, si, par exemple, je ne me ferai pas proposer une liste avec des déplacements de Beauport à Stoneham, car moi, j'habite à Sainte-Foy, parce qu'on les deux, on habite à Québec. On s'entend? Donc, ce que nous, on veut faire aujourd'hui, ce qu'on veut proposer à la population, c'est que notre application, on le sait, elle est utilisée, elle fonctionne, OK? Puis, on veut pouvoir faire des projets pilotes avec des industries touristiques, des acteurs de l'industrie touristique, qui, c'est fini. Fait que... Voilà, une bonne main d'applaudissement. Qui veut parler à mon Dieu, Bertrand, après? Regarde bien, le but que je lève les mains, c'est pas juste pour qu'il lève les mains, c'est pour aller les voir après. Fait que observez. Merci beaucoup. Prochaine personne, Alexandre Lemrise. À vous. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Ce ne sera pas évident. Aujourd'hui, vous allez avoir de très bons présentateurs. Vous allez entendre beaucoup de choses. Une chose à retenir de mon speech, navetteélectrique.ca.
navetteélectrique.ca. Je suis présentement avec mon entreprise en train de transformer, en fait, un véhicule 100% électrique pour le transport de touristes, moins de 10 passagers. Donc, le processus, en fait, il est assez simple, c'est qu'on prend une structure d'un véhicule électrique commercial qui existe déjà et on le transforme selon, en fait, un procédé rigoureux de Transport Canada, ce qui nous permet évidemment de l'immatriculer puis de l'assurer sur les routes du Québec. Donc, présentement, le projet est en prototype. On est en train de le lancer. Évidemment, comme vous pouvez le remarquer, bien, ça va rejoindre beaucoup de défis qu'on a présentement dans le tourisme. Comme vous le savez, probablement que Jean-Michel Perron va peut-être vous le rappeler, mais 77 de nos GES en tourisme est issu du transport. La solution que je vous offre, en fait, c'est qu'ensemble, on puisse réduire les GES en transport, qu'on puisse réduire la pollution aussi en milieu urbain et, dans certains cas, peut-être, on peut même réduire la circulation dans certains milieux sensibles. C'est aussi pour vous une excellente opportunité, surtout pour tous ceux qui sont en périphérie de Québec, de créer des forfaits touristes durables entre le centre-ville de Québec qui accueille, bon an mal an, 4 millions de visiteurs touristiques par année et de les amener en périphérie dans vos centres. Et pour avoir été gestionnaire de centres de plein air pendant longtemps, je suis certain que vos équipes sur le terrain auront beaucoup plus de plaisir à accueillir 6, 8 personnes que d'accueillir un autocar de 48. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui veut parler avec Alexandre tantôt? Ouais, merci. Bon. Fouad Barouni, bienvenue. Quand vous êtes prêt. Bonjour tout le monde, c'est pas vrai, je m'appelle pas Fouad Barouni. En fait, je m'appelle John Smith et j'habite à Toronto. Et puis, j'aime ça, explorer Québec, j'adore ça. Puis, je m'organise toujours de choisir des lieux d'hébergement où il y a des bornes de recharge parce que j'ai un véhicule électrique. Puis, je veux être sûr à 100% que j'ai accès à une borne de recharge parce que le lendemain, quand je veux partir, la dernière chose à laquelle je veux penser, c'est d'aller recharger une batterie à 20% pour continuer mon chemin. Mais autant j'ai un excellent service au niveau de la chambre, au niveau de la restauration, il y a toujours des surprises. Parfois, la borne est prise par quelqu'un d'autre qui est arrivé plus tôt que moi. Il y a d'autres situations où la borne est cassée. Parfois, j'ai des surprises où le prix est plus élevé, on demande de payer un extra, etc., etc. Puis c'est là, j'ai parlé à David. C'est un propriétaire d'un hôtel qui est à Charlevoix, puis c'est un gars très sympa. Puis je lui parlais de l'application Foresta. C'est une solution de recharge qui permet de réserver une borne de recharge puis être sûr à 100% que je peux avoir accès à une borne de recharge dans l'hôtel ou la place où je vais aller me loger. Puis David trouve ça très intéressant, il est visionnaire. Il sait que d'ici 3876 jours, il ne va plus avoir des véhicules à gaz qui sont vendus sur le marché. Mais en plus, il dit qu'avec ça, il va être capable de réduire ses scopes 1, 2 et 3 parce que même les employés qui vont aller se déplacer en dehors de la période de réservation, ils peuvent utiliser ces bornes de recharge parce que l'application le permet. Elle va être 100% intégrée avec son système de réservation. Donc, quand on va réserver une chambre ou un lieu ou un camping ou quoi que ce soit, on va être capable aussi de garantir l'accès à une borne de recharge. J'appelle tout le monde ici à être visionnaire comme David et puis d'essayer d'avoir pensé au futur, garantir un achalandage, garantir aussi des revenus supplémentaires avec, par exemple, des crédits carbone et pourquoi pas aussi de fidéliser quelqu'un comme John Smith pour qu'il revienne l'année prochaine à la même place qu'il a fait cette année. Voilà tout. Merci, Fouad. Qui voudrait rencontrer Fouad pour parler de l'application Foresta? Excellent, merci beaucoup. Prochaine... ici, je pense que j'en ai échappé une coupe. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On va de l'autre bord. Je remonte. Attendez, ça. Mieux vaut. Donc, Marc-André. Marc-Antoine, ça. On va l'avoir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-Antoine. Moi, je suis électricien, je suis également le fondateur de Mievo. Puis aujourd'hui, j'aimerais vous partager que l'intensification des pratiques durables dans votre industrie est imminente. Puis personnellement, je trouve que ça tombe bien parce que d'ici les 6 prochaines années, il va y avoir 2,8 millions de véhicules électriques sur nos routes et qu'au Québec, en 2023, il y avait déjà 350 000 vélos électriques sur nos pistes cyclables.
Vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup de batteries à recharger, mais ça ne fait pas juste ça. Ça fait des belles opportunités de développement économique, de développement touristique et même de développement social à faire autour de la mobilité électrique. Mievo, c'est une entreprise qui facilite la participation de vos organisations à la transition énergétique avec des bornes de recharge qu'on installe de manière temporaire. Parce que je pense qu'ici, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des bornes de recharge dans les golfs au mois de février. Donc, chez Mievo, on a décidé de rendre ces équipements-là temporaires et mobiles pour permettre, par exemple, aux stations de ski de les utiliser durant l'hiver. Puis, c'est une approche qui est plus responsable que l'installation permanente, étant donné qu'on vient mutualiser les ressources. Aujourd'hui, on est à la recherche de partenaires pour installer des bornes de recharge pour les vélos électriques dans le but de développer des circuits touristiques pour vraiment faire l'attraction, mais aussi la rétention de cette clientèle-là. Donc, les faire sortir des sentiers cyclables pour leur faire découvrir des auberges, des cafés, des musées ou encore des pôles touristiques. J'ai vu quelques MRC, on se parlera tantôt. Puis, je suis accompagné aujourd'hui de Sandra, ma collègue. Donc, on est deux et je vous invite à venir discuter avec nous dans le but de découvrir comment nos solutions vont transformer non seulement l'expérience, mais aussi l'accueil de vos visiteurs. Merci. Merci beaucoup. Qui veut rencontrer Marc-Antoine? Merci. Merci énormément. Donc, Patrick Perrault. Patrick, bienvenue. J'ai une slide. Tout le monde a une slide. Parfait. Tu me dis go? M'entendez-vous en arrière? Non, mais je vais te donner un micro parce que tu es enregistré. J'ai les micros. Ouais, ben, c'est ça. OK. Pat Perrault, je suis né au Lac-Beauport, je suis prof d'éduc depuis 17 ans, puis j'ai été directeur d'école aussi. Ça, c'est ma vie professionnelle. Dans ma communauté, j'étais un bénévole engagé depuis 10 ans, puis on a parti un mouvement bénévole fort au Lac-Beauport qui s'appelle LBC, qui contribue aujourd'hui à faire rayonner la région de Québec en vélo de montagne, parce que là, il y a une optique touristique qui s'appuie sur le réseau de sentiers. Ça fait 10 ans que je chapeaute, puis que je me dis, Moses, il y a quelque chose qui se passe, il faut le documenter. J'ai documenté 60 % des sentiers au Québec, donc 480 km dans 14 villes. C'est des bénévoles qui l'entretiennent. 40 % c'est des salariés. Puis les bénévoles construisent aussi plus de la moitié des sentiers de vélo de montagne au Québec que les salariés. Fait que là, il faut s'occuper de nos bénévoles. Puis j'ai trouvé la formule qui fonctionne bien parce qu'en même temps, SDM, le Sentier du Moulin, ont eu des bénévoles. Puis là, LBC, SDM, trop de bénévoles. On a trop de bénévoles, c'est malade. Fait que là, on sort de tout ça. On sort une application mobile qui rentre la donnée. T'as peu. Rendre l'invisible force du bénévolat visible aux yeux des parties prenantes, touristes, hôtels, centres de vélo, en trouvant des événements. Parce que là, présentement, il y a un bénévole là-bas qui fait une trail, vous ne le savez pas, mais il est là, puis il le fait à Regina, Saskatchewan. Il y a des bénévoles. Il y a 1,2 million de kilomètres de trail sur la planète. Il y a au moins 1,2 million de bénévoles en sentier. Puis, ben, on ne sait pas son où, puis on ne sait pas combien ils ont fait d'heures. Mais l'année prochaine, ils vont arriver au bike shop, ils vont dire, tiens, j'ai fait 250 heures, puis là, café gratuit, cornet de crème glacée, puis donne-y une bière, puis prête-y donc ta cabine, parce que lui, à cause de toi, tu loues ta cabine, puis bref. C'est implanté présentement dans 25 communautés au Québec. C'est plus une start-up, mais c'est vraiment une start-up parce que j'ai engrangé 0 $ là-dedans. Il y a 990 utilisateurs, puis on pourrait la virer en ski de fond, escalade, fat bike, planche à roulettes, guide de montagne qui font du bénévolat. Ouvrir des voies d'escalade. Hey, j'arrive, 2 minutes. Voilà. Puis ça fait une économie sociale parce que tout ça, des guides, j'avais même pas dit, c'est un OSBL. Puis ça fait une économie circulaire parce que l'industrie va dire merci aux bénévoles. Le bénévole va acheter des bicycles à l'industrie, puis là, ça vire de même. Mais le bénévole va le payer 25 % de rabais son bicycle parce qu'à cause de lui, il y a 60 % des trails au Québec. Une bonne main d'applaudissements pour ce super projet. Qui veut parler à Pat tantôt pour savoir comment on fait mobiliser les bénévoles? Regarde bien, t'as vu? Excellent. J'invite Lysandre Désy en avant. Bienvenue. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. À vous. Bonjour, moi je suis Lysandre Désy d'Événement LD. Donc, nous, on est une entreprise de consultation auprès des festivals pour qu'ils diminuent leur empreinte environnementale. Donc, c'est avec une norme du Bureau de normalisation du Québec en gestion responsable d'événements. On regarde l'alimentation, le transport, la gestion des matières résiduelles, l'utilisation de l'eau, l'utilisation de l'énergie, les fournisseurs, puis le matériel. Donc, cette norme-là, elle est actuellement en révision. La deuxième version va sortir cet été. Ils ont ajouté les pratiques sociales ainsi que la protection du milieu naturel.
Donc, je fais de la consultation pour les surtout pour les festivals, mais aussi pour des événements corporatifs et pour des événements sportifs. Donc, je peux aussi donner une formation en organisation d'événements éco-responsables. Et en parallèle, j'organise des événements, mais aussi, toujours dans l'optique d'avoir le moins d'impact possible du côté de l'environnement. Donc, j'aurais besoin que vous soyez mes ambassadeurs. Donc, la saison des festivals est commencée. Donc, si jamais vous êtes dans un festival puis vous voyez qu'il y a encore des plastiques à usage unique ou qu'il n'y a pas de bac à compost, bien, j'ai besoin de vous qui appelez Événement LD. Puis moi, je vais travailler avec eux d'ici l'année prochaine. Donc, merci beaucoup. Merci. Ça va? Qui veut parler à Lysandre après, pendant l'heure du lunch? Ici, Raphaël, monsieur là, parfait. Donc, prochain, Benjamin Rancourt. Chaudement d'applaudissements. Il nous reste, on est à 10 minutes de manger. Fait que, on est là, tout le monde. À vous. Tu mets-tu le timer? Oui. Ça ne me dérange pas sinon. Bon, ben, bonjour tout le monde, je m'appelle Benjamin Rancourt. Je suis le fondateur de l'agence web Meurisia. Vous vous demandez probablement qu'est-ce que fait une agence web devant vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a d'innovant? Bien, mon entreprise, on est spécialisé en numérique responsable. C'est quoi le numérique responsable? C'est l'intersection entre le numérique et le développement durable. Donc, on aide des entreprises comme vous à être présents sur le web en accord avec vos valeurs environnementales. Plus concrètement, j'attire votre attention sur la slide que vous voyez à l'écran. J'ai un petit diagramme qui montre l'empreinte carbone de vos sites web ici dans la région de Québec et en vert complètement dans le bas, complètement, je ne sais pas si on le voit bien. Voici qu'est-ce qu'on est en mesure d'accomplir chez Meurisia. Donc, concrètement, on offre la conception et développement de sites web sobre en carbone, également des applications web. On offre différents types d'audits, donc des audits pour identifier les opportunités d'amélioration, donc des audits d'accessibilité web pour être plus inclusifs, des audits aussi de sobriété numérique pour améliorer les performances et réduire l'empreinte carbone. Et également, on vient optimiser des sites web existants. Donc, je vais être présent toute la journée, donc n'hésitez surtout pas à venir discuter avec moi pour voir de quelle façon que Meurisia peut aider à faire rayonner votre entreprise sur le web. Puis, dans le fond, je vais terminer par un petit appel. Donc, je fais tirer un petit audit de sobriété numérique de base pour... je pense que c'était l'ancienne slide. Bon, venez me voir, je fais tirer un audit de sobriété numérique justement pour les personnes, pour que vous puissiez repartir avec quoi d'un petit peu plus... de quoi d'aussi encore plus intéressant. Donc, j'ai un code QR à scanner, un petit formulaire rapide. Donc, venez me voir, puis je vais vous montrer ça, puis c'est ça. Donc, Qui veut participer au concours comme ça? Levez la main. Bon, parfait, excellent. Bonne main d'applaudissements. Voilà. Angélique, à vous. Bonjour, c'est Isabelle Lopez. Je suis la fondatrice de My Smart Journée. Quand on travaille en culture, tourisme ou divertissement, la réalité, c'est qu'on a un lieu public, un territoire, un endroit, et c'est un drôle de métier, parce qu'il y a plein de monde là-dessus, ils ont besoin de toutes sortes d'affaires, ils veulent s'orienter, ils ont des informations, ils veulent s'amuser, vivre des moments mémorables. Puis finalement, ils vont partir en disant « Ah, je savais même pas qu'il y avait ça, puis vous avez raté une vente de plus », ou encore, ils vont tous vouloir être en même temps au comptoir d'accueil ou des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les informer, puis leur donner de l'information, puis les soutenir, puis répondre à tous nos objectifs stratégiques? On a des équipements, des fois, on voudrait leur expliquer comment les utiliser, puis ils oublient une demi-heure plus tard comment leur rappeler, tout ça. On ne peut pas mettre un étudiant à tous les 200 mètres, c'est pas viable. Donc, on pourrait mettre des bornes, des applis, des choses comme ça. Nous autres, on a décidé d'aller sur une solution où vous travaillez avec ce que vous avez déjà comme compétences internes. Vous faites de l'affichage avec des codes QR, on rajoute des jetons NFC, des URL courts. Puis, vous, à l'interne, vous allez pouvoir mettre des informations. Ça crée plein de microsites uniques pour chacun des besoins d'information et chacun des besoins de chacune de vos équipes pour pouvoir orienter, animer, informer le visiteur sur ce dont il a besoin. Donc, vous pouvez aller sur notre site web, mysmartjournée.com. On a plusieurs centaines d'études de cas. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui voudraient nous utiliser sur des nouveaux types d'usages. On commence de plus en plus à avoir des gens qui font de l'instruction sur les équipements, par exemple, ou encore carrément des parcours où ce qu'on suit avec des étapes et tout. Et on veut davantage développer ce côté-là.
Donc, je vous invite à nous contacter si ça vous intéresse. Voilà. Un grand merci. Qui veut rencontrer Smart Journey? Regarde, est-ce que quelqu'un veut rencontrer Smart Journey? Regardez bien. Merci beaucoup. Marie-Hélène Lompré? Est-ce qu'elle est là, Marie-Hélène? Marie-Hélène n'est pas là. 1, 2, 3. Marie-Hélène n'est pas là. Judith Portier, une bonne main d'applaudissements. Bonjour tout le monde, je m'appelle Judith Portier, je suis une des fondatrices de Studio Overall. Moi, je suis designer, entrepreneur. Studio Overall, c'est un atelier de design multidisciplinaire. On crée des parcours de visite dans des lieux, toutes sortes de lieux intérieurs, mais surtout extérieurs, urbains, mais aussi en nature. Donc, on fait de la scénographie, en fait, dans l'espace public. On est spécialisé, comme je vous disais, dans la création de parcours visiteurs, donc plusieurs types d'échelles dans l'espace. Par exemple, on travaille en ce moment sur un projet d'interprétation barrage Manic 5. Donc, c'est un lieu où les visiteurs vont se rendre tout à fait gratuit, 4 saisons extérieures. Donc, on fait de l'interprétation du paysage à travers des structures qui sont scénographiques, mais aussi signalétiques, où les gens vont pouvoir découvrir le lieu, en apprendre plus, que ce soit des textes, des images. On travaille avec toutes sortes de médiums dans l'espace pour que ce soit aussi permanent ou temporaire. On a fait aussi l'ours d'escalade géant qui a été présenté au Carnaval de Québec cette année. Dans la région aussi, on a travaillé sur un pavillon d'interprétation de la chute Montmorency, en fait, du premier site où l'hydroélectricité a été amenée. C'est un pavillon qui est démontable parce qu'on est en zone inondable, mais que c'est une structure permanente aussi. Donc, on est fort d'une expérience en muséographie. Mon associé qui a été pendant plus de 30 ans dans les musées nationaux, moi-même en design événementiel, donc sur le terrain pendant plusieurs années. Donc, c'est comme ça qu'on connaît bien le terrain. On a des solutions qui sont toujours sur mesure, souvent clés en main ou alors de concert avec vos ateliers de fabrication. Donc, on est de Montréal, mais on arrive à travailler comme ça dans vraiment plusieurs régions. On est aussi, on a une approche en éco-conception. On est certifié éco-leader aussi. Donc, toutes nos méthodes, nos matériaux se veulent durables, démontables, entreposables. On axe beaucoup sur la manutention, sur le fait qu'on peut rêver un projet dans sa... Ah, j'ai pas regardé. La suite après dîner. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Qui veut parler à Judith? On regarde bien. On lève la main. Génial. Merci beaucoup. Prochain, Jean-Philippe Paillé, RAV 3D. Oui, on continue. Il nous reste quelques minutes avant le lunch. Mais ici, on est là pour vrai, tout le monde. Une belle attention. T'es prêt? T'as-tu besoin de... Je te mets à côté? Attends un petit peu. Faut que je sorte mon cahier. T'es prêt? Quand tu veux. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Écoutez, RAV 3D, ça veut dire Réalité augmentée virtuelle 3D. C'est une solution numérique qui utilise les technologies de réalité augmentée et virtuelle. Alors, nous, dans le fond, on a inventé cette solution-là qui est innovante. Donc, dans les thématiques d'aujourd'hui, bien, on est vraiment sur le target, comme on peut dire, de l'innovation. On ne voit pas très bien, mais vous allez pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire si vous allez sur le site de RAV 3D, vous allez retrouver le one-pager qui est ici. Et, dans le fond, tout ça pour dire que la solution qu'on a développée, c'est une solution qui, en fait, qui peut être utilisée sans réseau, donc en hors connexion. Ça, première des choses qui est intéressant, vous voyez ici, la présentation que vous voyez là, l'image qui est là a été programmée en réalité augmentée en mode avion. Donc, voyez-vous, ça déclenche automatiquement. Donc, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des audio-guides. Et en fait, notre solution à nous, elle s'inscrit vraiment dans le développement durable parce que, dans le fond, on élimine plusieurs choses. Donc, levez la main ceux et celles qui aimeraient éliminer, par exemple, tous les documents papier. Levez la main, s'il vous plaît. Parfait. Alors, c'est un peu ce qu'on fait et c'est sans code QR, évidemment. Nous, c'est l'image qui est programmée et qui donne des contenus. Donc, nous, on crée des expériences en réalité augmentée qui peuvent être utilisées n'importe où. Donc, on a des partenaires comme le Port de Québec dernièrement. On a des projets avec les monastères des Ursulines à Québec. On a la CEPAC qui s'en vient, qui ont accepté de nous rencontrer avec leurs équipes. Bon, bref,
on est en expansion, puis on a une solution qui répond vraiment à vos besoins. Merci. Bravo. Qui veut rencontrer Rave 3D en levant la main? Vous regardez pour ceux qui sont intéressés à te rencontrer. T'as vu? Oui, parfait. Excellent. Super. Michel Poulain, à vous. Bienvenue. Bonjour tout le monde. J'arrive Yes. juste avant le dîner, alors c'est le bon moment. Levez la main ceux qui aiment les légumes ici. Parfait, je vais vous vendre ma salade, ça tombe bien. Alors, tour de jardin. Écoutez, j'ai toujours un petit quiz. Est-ce que vous savez qu'à cause de la situation écologique, les légumes vont consommer de plus en plus d'eau? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font faillite? Le prix des légumes augmente. Est-ce que vous savez que pratiquement 75 de la population ne mange pas des légumes frais 12 mois par année? Donc, il y a beaucoup de problématiques. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on co-développe avec les communautés des fermes, des potagers écologiques, sociaux et communautaires et collectifs. 12 mois par année. Et on recycle ça où? Dans des espaces vides, des espaces sous-utilisés. À titre d'exemple, ici, on pourrait avoir des potagers pour nourrir pratiquement toute la municipalité et aussi des potagers pour tous les restaurants, les hôtels. On a déjà l'avantage de ce qu'on fait, c'est que ça consomme 95 moins d'eau que l'agriculture en sol. Ça produit 12 mois par année. Les légumes sont frais à tous les jours et ça produit 30 fois plus vite et ça coûte environ 10 fois moins cher. Donc, une laitue, à titre d'exemple, pourrait coûter 25 sous plutôt que 5, 6, 7 $. Et ça, c'est à l'année longue. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on existe, on en a plusieurs, on en a environ 5000 potagers présentement dans des hôtels, dans des centres de congrès, dans des écoles, on est dans des aéroports, on est dans plusieurs endroits, dans les bibliothèques. Alors, on peut s'intégrer un peu partout dans la communauté. Alors, nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est des espaces vides ou sous-utilisés, que ce soit dans le municipal ou dans des entreprises privées. À titre d'exemple, on est dans un sous-sol, on est en train de faire un jardin écologique dans un sous-sol d'un 12 logements où il y avait une ancienne buanderie. On recherche aussi des gens d'affaires qui seraient intéressés à parrainer des potagers et on recherche évidemment des hôtels, des restaurants, tous les gens, des bénévoles ou des citoyens qui voudraient participer à ce genre de projet-là. Bravo. Une bonne main d'applaudissement. Merci beaucoup. Qui veut parler à Michel à l'heure du lunch en levant la main? Parfait, ça. Merci, Michel. J'ai Angelica, s'il vous plaît. Une bonne main d'applaudissement. Il nous reste 2 présentations. Angelica, vous êtes prête? Bon midi tout le monde, ça arrive. Moi, c'est Angelica, je suis la fondatrice du projet Zéro Déchet. Et puis, avec le projet, on est là pour instaurer des belles stations de tri parce qu'on sait que dans tous les lieux, les événements, les bureaux, en fait, il y a vraiment une problématique. Puis, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises pour qu'ils puissent diminuer leurs déchets à la source. On est là pour instaurer une économie circulaire avec des partenaires afin que vous n'ayez pas de choses à usage unique dans tous vos lieux, que ce soit touristique, événementiel. Et puis, on est là aussi pour former les employés qui sont là, qui sont sur place, afin qu'ils sachent quel déchet va où. Et puis, on vous aide à revaloriser vos déchets aussi à la suite. Et puis, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des partenaires qui veulent s'associer avec nous pour rendre vos lieux le plus zéro déchet possible. Et puis, voilà. Qui a envie d'avoir une place zéro déchet ici, en levant la main? Parfait, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, dernière présentation, Madame Olivia Hu, s'il vous plaît, venez me rejoindre. Alors, la parole est à toi. Merci. Donc, je suis l'invitée surprise. Vous avez faim, vous avez froid, mais il ne reste plus que 2 minutes. Alors, je représente la COP Carbone, je suis conseillère stratégique chez Mobis et je représente donc mon équipe en mobilité. Donc, je suis ravie de présenter notre solution innovante pour rendre la mobilité plus inclusive.
Et notre solution repose sur 3 piliers essentiels. Donc, le premier pilier est la création d'un prototype basé sur l'outil numérique HandyMap. En fait, il s'agit vraiment de surmonter les défis liés à l'inventaire des données, leur gouvernance et offrir un calculateur d'itinéraire personnalisé en fonction des profils de mobilité. Donc, le contexte étant ce qu'il est, une population plus vieillissante, et puis prendre en compte les différences. Donc, ainsi, les utilisateurs peuvent voir le trajet le plus adapté en fonction du revêtement du trottoir ou de la pente sur leur cellulaire. Le deuxième pilier, eh bien, la mise en place d'une communauté collaborative. Alors, c'est pour ça que je m'adresse à vous. C'est donc grâce aux partenaires d'un écosystème où on va inclure tout le monde avec les acteurs institutionnels pour co-construire cette solution et déjà imaginer les futures améliorations et renforcer donc l'efficacité et l'adoption de cet outil. Mais bon, la solution technologique à elle seule ne peut pas résoudre les enjeux liés à la mobilité inclusive, on le sait. Hein. Donc, c'est pourquoi ça prend de l'accompagnement et de la sensibilisation. Donc, c'est le troisième pilier de cette solution. Donc, on va combiner ces 3 piliers-là pour co-construire cette solution. Et donc, si vous voulez devenir un vecteur de la mobilité inclusive, eh bien, venez me voir, on va se connecter. Voilà. Grand merci. Qui veut parler à Olivia? Là, merci Jean Cartier ici. Écoutez, merci énormément de votre patience. J'espère que vous avez rencontré des nouvelles solutions intéressantes. C'est l'heure du lunch.